Des créateurs d'ici et d'ailleurs, écrivains, musiciens, cinéastes et plus encore, nous partagent leurs œuvres dans un esprit d'échange interculturel et de convivialité. Nous naviguerons à travers les imaginaires, au-delà des frontières et des différences. Bienvenue au podcast des idées et des ailes. Mon nom est Mourad Ben Zidane, votre animateur du podcast Des idées et des ailes pour échanger sur des sujets culturels d'ici et d'ailleurs. Mesdames et messieurs, bonjour. Aujourd'hui, nous vous invitons à une rencontre avec l'auteur Kamal Rides qui s'intéresse au thème de l'identité humaine. S'appuyant sur sa longue expérience théorique et pratique en biologie, il apporte un nouveau regard philosophique. L'ego face à son alter ou dialectique de l'être et du non-être, paru dans la collection Ouverture philosophique aux éditions L'Harmattan en 2024, est son premier livre sur ce thème de l'identité. Kamal Rides, en sa qualité de scientifique, pose les questions de recherche et défiant nous seuls, suivant notre seule volonté, qu'est-ce que l'identité? Nos différences culturelles sont-elles innées et si tranchées, ou plutôt acquises selon les circonstances historiques et les interactions, nous invitant ainsi à l'humilité. Pour répondre à cela, il se base sur ses expériences et parcours de vie, sous l'angle de l'histoire naturelle de l'homme. Il réfléchit sur les processus d'édification et de mutation de l'identité, sur sa signification et sa portée en faisant appel à la biologie, l'anthropologie, la géographie humaine, la sociopsychologie et bien sûr l'histoire. Il applique une méthodologie d'investigation relevant d'une démarche dialectique et d'une déconstruction délidienne. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Kamal Rides. Bonjour Mourad. Vous êtes né en Algérie, dans les massifs du Djoudjoura, en Kabylie, au sein d'une famille de révolutionnaires engagés dans la lutte armée contre la colonisation française. À l'indépendance, vous grandissez dans un cadre bucolique et éducatif de l'école d'agriculture de la ville de Tizi Ouzou, puisque votre père y travaillait et bénéficiait d'un logement de fonction au sein de cette école en aparté. Vous nous avez affirmé que, au milieu des vergers, de poulaillers et de clapiers, mon enfance a été rythmée par le son régulier de la cloche de l'école et des bruits de la nature. Cela a suscité et nourri en moi l'amour et le respect de la nature et de son prochain, et a forgé ainsi ma personnalité qui intègre une importante dimension rationnelle et qui m'a guidé tout au long de ma vie. C'est à l'université que vous vous passionnez pour les sciences biologiques. À la fin de vos études universitaires en 1981, vous obtenez un poste d'enseignant en biologie à l'Université des sciences et de la technologie d'Alger. 3 ans après, vous repartez à Tizi Ouzou pour enseigner à l'université. Avec des collègues, vous créez un laboratoire de recherche en biologie, écologie et conservation des mammifères terrestres. Très actif dans le mouvement estudiantin, vous participez à de nombreuses campagnes de bénévolat pour aider des paysans dans plusieurs régions d'Algérie, notamment en littératie politique. Vous vous impliquez également dans le mouvement culturel amazigh. En 1983, vous joignez un groupe de bénévoles pour aider un jeune chercheur dans ses études anthropologiques. Vous participez alors à la première campagne de fouilles archéologiques algériennes. C'est là que vous vous initiez à cette discipline qui combine les approches et les enseignements de la biologie et d'autres disciplines scientifiques pour décortiquer les concepts et trouver des explications les plus complexes aux questions identitaires, car les questions identitaires vous préoccupent grandement. Nous allons y revenir par la suite. En 1998, vous défendez avec succès votre thèse de doctorat d'État à l'université d'Alger. Vous avez beaucoup voyagé dans le cadre de vos recherches et conférences scientifiques. Vous visitez de nombreuses régions du monde, à commencer par l'Afrique du Nord, l'Europe, l'Amérique du Nord et l'Océanie. Ces voyages vous permettent de découvrir d'autres cultures dans leur milieu naturel et de réfléchir à des questions identitaires en prenant aussi le poids des tensions identitaires. Dans le sud algérien, vous réalisez pour le compte du programme des Nations Unies pour le développement des travaux de terrain dans le Tassili des Adjers et le Hogar, en vue de l'élaboration d'un plan de développement
de la région. Dans cette vaste partie du Sahara, vous découvrez en compagnie d'anthropologues et de nombreux vestiges de la civilisation amazigh préhistorique. C'est alors que vous prenez conscience de toute la réalité, de l'ancienneté et de l'ampleur de cette civilisation amazigh. Aujourd'hui, vous êtes professeur en biologie et vous occupez les fonctions de conservateur au Musée canadien de la nature à Ottawa. À votre actif, nombreux rapports et publications scientifiques touchant à plusieurs questions de la biologie. Vous présidez également un comité qui s'occupe des questions éthiques ou des questions d'éthique sur l'utilisation d'animaux vivants dans la recherche scientifique, en collaboration avec des professeurs de l'Université d'Ottawa et également de Belgique. Un livre est publié sur les recherches et pratiques novatrices pour l'essor de l'éducation scientifique. Kamal Khides, à présent, vous vous intéressez à des questions philosophiques. Vous vous appuyez sur votre longue expérience théorique et pratique en biologie pour porter un nouveau regard philosophique sur la nature humaine et le destin de l'humanité. L'ego face à son alter ou dialectique de l'être et du non-être, paru dans la collection Ouverture philosophique aux éditions L'Harmattan en 2024, est votre premier livre sur ce thème de l'identité. Kamal Khides, en bon scientifique que vous êtes, vous commencez votre livre par poser les questions de recherche suivantes. Édifions-nous seuls, suivant notre seule volonté. Qu'est-ce que l'identité? Nos différences culturelles sont-elles innées et si tranchées pour s'en vanter et pire, entériner la supériorité, la domination et l'exclusion? Ou acquises selon les circonstances historiques et les interactions, nous invitant ainsi à l'humilité et l'hymne à la diversité. Pour répondre à cela, vous vous basez sur vos expériences et parcours de vie, sous l'angle de l'histoire naturelle de l'homme, vous réfléchissez sur les processus d'édification et de mutation de l'identité, sur sa signification et sa portée en faisant appel à la biologie, l'anthropologie, la géographie humaine, la sociopsychologie et bien sûr l'histoire. Vous appliquez une méthodologie d'investigation relevant d'une démarche dialectique, d'une déconstruction déridienne. Merci Mourad pour cette présentation. J'avais soutenu mon doctorat d'État à Tizi Ouzou, pas à Alger, mais c'était en Algérie. Vous avez parlé de ce livre, L'ego face à son alter. En effet, c'est mon premier livre dans ce domaine qui touche à l'identité. Je suis sorti un peu du confort de la biologie où je suis habitué. Et l'ego face à son alter, il replace les questions identitaires dans le cadre de ma réflexion sur l'existence de l'individu dans un état d'être qui lui assure le statut d'être libre, d'être moral. Le premier objectif est de proposer une approche ou une définition universelle de l'identité pour sonder justement cet état d'être, en tenant compte du vécu et des expériences. J'ai essayé de me focaliser sur 4 objectifs. Évidemment, le premier, c'est de proposer cette approche universelle, cette définition universelle, mais il y a des sous-objectifs. Je voulais comprendre justement cet état d'être et l'état de non-être entre vécu, hérité et existence aspirée. D'où le nom justement du livre, Dialectique entre l'être et le non-être. Je voulais aussi essayer d'expliquer les fondements de l'identité et comment surtout elle se construit et évolue. D'un autre côté, je voulais aussi montrer les liens, et ça c'est très important pour moi, c'est montrer les liens qui existent entre les personnes et les peuples, et c'est ce que j'espère en tout cas avec ce livre, d'en créer de nouveaux s'ils n'existaient pas ou ont été corrompus. Enfin, je voulais aussi aider à ce qu'on perçoive l'autre, ce que j'appelle l'alter, et le penser autrement dans une identité apaisée. Voici un peu les mots qui me tiennent à cœur. Effectivement, vous l'avez bien dit, mon approche est différente de celle de nombreux penseurs qui se sont penchés sur cette question. Je pense qu'elle est novatrice en un sens, car elle cherche à comprendre d'abord la nature humaine. C'est ça qui m'intéresse vraiment. À travers la nature humaine, donc à travers l'histoire naturelle de l'homme,
Je suis beaucoup plus à l'aise en parlant d'histoire naturelle, puisque je gère des collections d'histoire naturelle, donc je suis en plein dans le domaine. Donc c'est ça qui me préoccupe, comprendre la nature humaine à travers l'histoire naturelle de l'être humain, je ne veux pas dire de l'homme. Je tiens compte en effet d'un ensemble de connaissances puisées dans diverses disciplines et je scrute la question avec plusieurs loupes, comme vous l'avez mentionné du reste. Très bien. Pour les auditeurs de Des idées et des ailes, Kamal Khides, pouvez-vous esquisser les résultats saillants de votre réflexion philosophique à travers la rédaction et l'édition de votre livre? Oui, absolument. Ce livre, c'est vraiment un condensé, parce que la question identitaire est très, très complexe. Je déteste dire ce mot, parce que sinon, c'est quoi mon mérite si je dis toujours que c'est complexe? Bon, mais écoutez, il faut faire un travail justement pour essayer de le décortiquer, pour essayer de l'expliquer. Mais avouons-nous, nous devons nous avouer que c'est assez complexe. Et il y a un ensemble de faits saillants que je pourrais mettre en exergue, effectivement. Le premier fait saillant de mon livre, c'est que quand on parle d'identité, il faudra toujours garder à l'esprit que nous devons avoir d'abord un individu. Ça commence déjà avec un individu. Cet individu a besoin de quelque chose, qui est la deuxième dimension, qui est très importante quand on parle d'identité, c'est un droit de parole et d'action. Un droit de parole et d'action qui le mette sur la scène, qui le rende visible dans toute sa dignité. Enfin, le troisième élément, c'est un espace public. Une action se fait toujours dans un espace public. Donc les trois éléments fondamentaux, c'est l'individu, l'action et l'espace public. En d'autres termes, l'identité n'est donc sûre et vraie et ne se met à l'œuvre que si elle est activée et assumée dans l'arène publique. Ça, c'est un élément fondamental. Le deuxième, c'est que l'identité est en perpétuelle édification, que ce soit au niveau personnel ou au niveau collectif. Elle ne se donne pas, ne tombe pas du ciel et ne s'arrête pas dans toutes ses dimensions, ne s'hérite pas, pardon, dans toutes ses dimensions. Troisième élément, c'est que l'identité est en même temps personnelle et collective. L'identité personnelle et l'identité collective ou sociale représentent deux faces d'un même édifice, d'une même construction, comme le sont d'ailleurs les deux faces inséparables d'une pièce de monnaie. L'autre élément que j'aimerais mettre en avant, c'est que l'identité est multidimensionnelle. Je pense que ceci décrit plus justement la complexité de l'identité. Les dimensions identitaires, elles peuvent compter la langue, l'ethnie, la religion, la nationalité, l'orientation sexuelle. Il y a beaucoup de dimensions qui s'intègrent dans une identité. Et on peut se poser la question, ça c'est mon autre fait saillant, c'est que quand on a autant de dimensions identitaires, il va y avoir un risque de confusion et de conflit même entre les dimensions. Saurons-nous gérer autant de dimensions, la nationalité, l'orientation sexuelle, les dimensions religieuses? Donc, comme je disais, il y en a beaucoup. Ce que nous faisons, et ça c'est le point saillant, c'est que nous procédons par ce qu'on appelle une hiérarchisation. Ça, c'est un élément fondamental que je développe là-dedans. On hiérarchise ces dimensions et on les organise en des dimensions que nous allons mettre de l'avant. En premier, c'est celles qu'on va mettre au centre, et des dimensions que nous allons mettre en périphérie. Donc, il y a cette notion de centre et de périphérie. Enfin, juste ce qui vient avec ce que je viens de dire, c'est que je parle un autre point fondamental, c'est ce qu'on appelle la notion de saillance, la saillance de l'identité ou identité saillante. Ça peut être aussi plusieurs identités saillantes. Cette saillance, elle tend à représenter le soi, le moi, l'individu, sous le meilleur angle de vue. C'est ce qui présente donc le meilleur angle de vue de l'ensemble des dimensions identitaires. Voilà résumé un peu
toute la complexité de ce concept d'identité, mais avec ces éléments fondamentaux qui rentrent en jeu. Très bien, merci beaucoup pour cette synthèse un peu de faits saillants auxquels votre réflexion a abouti, et via ce livre aussi. Donc, on va aborder maintenant un peu comment a eu lieu la genèse de ce livre. Partant de votre histoire personnelle, vous racontez l'épisode déclic, si j'ose dire, et cocasse même, que vous avez vécu lors de l'un de vos voyages en Oklahoma, aux États-Unis, et votre échange épique avec l'officier de la police des frontières américain qui cherchait à vous connaître. Vous le décrivez assez bien dans le livre. Je laisse le soin au lecteur de le découvrir. Mais finalement, a-t-il réussi à saisir votre identité ? Je répondrai à cette question après, mais effectivement, vous avez mentionné que ça commence par une histoire personnelle. En fait, c'est une histoire qui est partagée par beaucoup de monde. Je définis aussi un autre aspect important dans le livre. Ça ne fait pas partie des saillants que je viens d'énumérer, mais c'est les illusions. Je voulais dire que quand on rencontre quelqu'un, il faut faire attention aux illusions. On peut prescrire, on peut assigner une identité, on peut essayer de deviner une identité à quelqu'un, comme automatiquement, je ne sais pas, vous venez d'Afrique, donc vous êtes, vous venez d'Europe, je ne sais pas trop, centrale, donc vous êtes. Ça, il faut faire très, très attention. On est dans le cas de ce qu'on appelle les identités prescriptives, c'est-à-dire qu'on vous assigne une identité. Et là, je voulais dire, faites attention aux illusions. Et là, on est en plein dedans. Avec l'histoire personnelle que je raconte, on est, je pense, en plein dedans, je ne vais pas raconter un peu toute l'histoire. Vos auditeurs auront tout le plaisir de lire cette histoire en première partie de mon livre. Mais je rencontre donc cet officier de police à la frontière à Chicago, en fait, c'est à O'Hare. Et voilà, donc j'étais habillé d'une certaine façon. Je voulais dire, j'avais un Stetson, j'avais des bottes de cow-boy, enfin en tout cas un peu classique là. Et c'est là où ça l'a intrigué quand il a vu que je n'étais pas américain, que je suis canadien. Mais aussi, quand il ouvre mon passeport, il se dit un Canadien qui s'appelle Kamal. Bon, alors c'est toutes des choses qui viennent dans sa tête, et c'est là où je dis gare aux illusions. Mais surtout, ce que je voulais faire dans cette première partie, c'est que je voulais dire que l'identité n'est pas une simple question de nom, une affaire de carte d'identité ou de passeport. C'est bien plus compliqué que ça. L'identité prend deux sens principaux et complémentaires, c'est ce qu'on reconnaît. Chaque sens va apporter des significations distinctes. Le premier sens, il est d'ordre logique. Il permet d'affirmer qu'une entité donnée, une personne, un groupe ou un objet reste toujours le même et se distingue dans son entourage. Ce qui vient avec l'identité logique, c'est qu'on va nommer, on va donner un nom. Donc nommer les êtres, oui, les êtres vivants et les choses, oui, mais c'est les comprendre à moitié. Les philosophes d'ailleurs accordent beaucoup d'importance à ce sens logique, en biologie même, je suis en plein dedans. C'est ce sens avec les définitions nominales, c'est-à-dire qu'on va nommer des choses, des êtres vivants, des espèces, des sous-espèces. En biologie, c'est très important. Donc c'est pour dire que ce sens logique est effectivement très important. Toutefois, vous avez bien lu cette première partie, je mets un bémol. Je mets un bémol à ce sens logique, pas parce qu'il est récusable, comme je viens de dire, en biologie on l'utilise beaucoup, bien au contraire, mais une définition nominale, c'est-à-dire que juste quand on donne un nom, permet de désigner une entité par quelques caractères, par exemple une photo et des données biométriques enregistrées dans le passeport, mais ne porte pas sur la nature profonde de l'individu, sur sa réalité objective. Que je m'appelle Kamal Kidas, j'allais dire je m'en fous. Ça ne me satisfait pas. D'abord, ce n'est pas moi qui ai décidé de me donner ce nom. Je suis né et puis je trouve que je m'appelle Kamal. Et puis on m'ajoute le Kidas, Ridas.
c'est mon arrière-grand-père qui a décidé, je n'y suis pour rien. Et c'est pour cela que je dis ici, ce n'est pas juste une question de nom lorsqu'il s'agit de nous autres, de l'individu, de l'être libre, l'être moral dont je parlais. Kamal Keidas ne m'identifie pas. Je me retourne en sciences sociales et je trouve que l'identité est plutôt pensée comme une construction sociale. Elle a un sens psychosocial. Et il est très important, ce sens psychosocial. C'est le second sens que nous donnons à l'identité. Bien qu'elle soit construite, les identités sont vécues comme réelles et essentielles par les individus et sont importantes pour la cohésion sociale et les relations entre les individus. Alors vous me dites, au final, a-t-il réussi à saisir mon identité ? En parlant de l'agent, de l'officier, absolument. Ouais. Mais je suis rentré dans un jeu avec lui, je suis très à l'aise. Ça a été laborieux ? Non, pas du tout. Moi, je suis un peu jovial, je suis un peu taquin, même si l'officier faisait son travail du haut de son 1,90 m. Il était intimidant avec ses lunettes. Mais moi, je vais très, très facilement en avant des gens. Donc, je ne vais pas raconter ça, mais je me suis prêté à un jeu avec lui. Mais j'avais compris, en fait, qu'il ne faisait que son travail de policier. J'avais deviné qu'en fait, il me parlait et il voulait peut-être détecter en moi un signal qui disait que je pourrais être dangereux, ce qui est tout à fait normal. Mais j'ai cru aussi à la sincérité de sa question, quand il voulait savoir qui j'étais. Et j'ai essayé de l'informer en toute fraternité, je vous l'avoue. En tout cas, il s'est contenté de mon autre nationalité, algérienne. Et puis, quand je lui ai dit « Algerian, sir », elle me dit « Ah, OK, I can see ». Puis, voilà, il me remet mon passeport canadien entre les mains. Et puis, il me fait le salut militaire, comme si j'étais devenu son ami, alors que ce n'était pas le contexte. La leçon ou la morale que je tire de là-dedans, si un nom ne m'identifie pas, l'habit ne fait pas le moi. OK. Mais est-ce que ça a été l'événement déclic qui vous a amené à pousser cette réflexion et aboutir à ce livre, ou ça fait partie de choses et d'autres? Non, c'est plus profond que ça. Ça a commencé bien avant. D'accord, Ouais. très bien. Alors, je reviens au titre. Donc, Kamal Keidas, l'identité, c'est vital, mais c'est flou. Et nous avons du mal à la cerner. En fait, la question est, d'où vient ce besoin impérieux de recherche autour de cette question de l'identité? Mais justement, vous me disiez, est-ce que c'est cette histoire qui a constitué un déclic? En fait, comme je disais, je suis content que vous me posiez cette question, donc je peux élaborer un peu plus là-dedans. En fait, regardez, partout dans le monde, les questions identitaires et l'affirmation de soi sont au centre des débats publics et politiques, partout. On explique et on justifie tout par l'identité, comme si l'identité est une fin en soi, la raison d'être par excellence. Mais, comme vous le dites, ce concept qui est fondamental, ce concept d'identité, est souvent mal utilisé. Les difficultés et les incompréhensions résident dans le concept même. Il est en lui-même. Et le comment l'identité se développe. C'est ça la confusion. Et c'est une confusion qui vient aussi du fait que l'identité prend plusieurs sens et que chacun a sa propre opinion sur comment les individus et les groupes se définissent, se perçoivent et se situent dans le monde. J'ai posé beaucoup de questions à beaucoup de monde, que ce soit ici au Canada, en Nouvelle-Zélande, évidemment en Europe, j'ai voyagé beaucoup. Je pose souvent cette question et c'est vrai qu'il y a une diversité de réponses. Et c'est ça qui ajoute beaucoup de flou à finalement c'est quoi l'identité. Tout ça peut mener malheureusement, c'est ça qui me touche, malheureusement ça peut mener à des incompréhensions plus grave encore, qui engendre de sérieux conflits. Je disais dans le 4e de couverture, ça amène même à de la barbarie, on le voit aujourd'hui. Alors je me suis proposé de reconsidérer ce concept en m'appuyant, comme vous le dites, sur ma longue expérience de biologiste,
pour le décortiquer et trouver des explications les plus satisfaisantes possibles. Parce que d'abord, les questions identitaires me préoccupent personnellement, grandement, comme tout le monde, surtout dans l'Algérie indépendante. C'est des questions qu'on se pose souvent. Qui sommes-nous? Maintenant que nous sommes libres, après le joug colonial, mais nous sommes qui? Beaucoup de questions que se posent comme ça. Et ces conflits, durant toute ma vie, ne cessent de m'interpeller. Donc, je ne peux pas rester un peu, comment on appelle ça, sourd à ce qui se passe autour de moi. Ce qui fait que, en fait, en plus de ça, c'est que, en ma qualité de biologiste, c'est que je travaille sur ces questions-là. Puisque je fais de la taxonomie, de la conservation, donc je suis appelé à identifier des espèces, à leur donner des noms éventuellement, en tout cas, donc à identifier des entités dans notre patrimoine naturel. Donc c'est des questions que je me pose même professionnellement. Alors ce que je fais, c'est que je transpose maintenant cette expérience de biologiste pour essayer de voir plus clair sur les questions identitaires qui s'appliquent à nous, comme humains, parce qu'après tout, il s'agit bien de comprendre la nature de l'homme. Très bien. Justement, pour rendre justice à votre livre et à tout le travail laborieux que vous avez donc réalisé, et pour attirer davantage l'attention de nos auditeurs, je rappelle que pour un cas de référence donc, que vous avez consulté, je vais citer quelques-unes qui vont être, j'espère, éclairantes pour nos auditeurs. Vous faites référence à David Hume. Donc ça, c'est quelqu'un qui a vécu 1711-1776, qui pense que l'expérience des 5 sens humains fonde l'identité. Le cerveau combine des connexions pour faire des perceptions complexes qui expliquent l'identité. C'est vous qui l'écrivez. Également, Carl Jung, 1875 et 1961, l'être est ce qu'il choisit d'être ou de devenir. Un autre, beaucoup plus contemporain, Édouard Glissant, 1928-2011, l'identité tire sa substance d'un rhizome qui nourrit irrégulièrement des cultures différentes. On arrive à Arthur Schopenhauer, 1788-1860, pour qui le sujet de la connaissance par son identité avec le corps devient un individu. Le corps s'impose ainsi comme la dimension majeure de l'identité. John Locke, 1632-1704, voit en chaque personne un être intelligent pensant grâce à sa conscience. Et finalement, George Mead, 1934, il est encore vivant, reconsidère la question identitaire du point de vue du behaviorisme social ou pragmatique. Il affirme que le soi n'est pas inné mais acquis. Absolument, absolument. Vous avez cité plusieurs des auteurs que j'ai lus. Évidemment, comme je disais, j'avais mon approche, ma propre approche, et je tiens toujours à ma propre approche, mais cela ne m'interdit pas d'aller lire et de voir ce que mes prédécesseurs, d'autres penseurs ont dit sur la question. Alors, ce que vous voyez, c'est que c'est une question qui préoccupe déjà. Vous avez cité Locke, 1632, ça veut dire que ça remonte à loin, ce questionnement sur c'est quoi l'identité. Mais avant Locke, on avait les philosophes de la Grèce antique aussi qui se sont penchés. Donc c'est vraiment une question à travers les siècles qui retient l'attention et ça reste toujours une énigme. Cette histoire d'identité, ça reste une énigme, même si nous vivons notre identité comme une chose réelle. C'est une réalité. En même temps, c'est une réalité qui nous échappe. Elle est floue. Il y a quelque chose au fond de nous-mêmes. Quand vous avez cité ces auteurs-là, donc vous voyez bien que en fait, le concept, il est loin de réunir un consensus. N'est-ce pas? Beaucoup de gens se sont mis à réfléchir, ils ont pris le temps qu'il faut, mais on n'arrive pas vraiment à un consensus. Mais moi, je trouve quand même un point commun.
Dans toutes ces contradictions-là, je trouve quand même un point commun à ces positions de ces philosophes, c'est que d'abord on reconnaît les 3 éléments fondamentaux que j'ai mentionnés. Pour avoir une identité, il faut d'abord un individu, pas un groupe, un individu. Le groupe, ça va être des individus. Mais il faut un individu. Le droit de parole et d'action, très important dans les questions identitaires. Je n'avais pas mentionné le fait qu'on cherche toujours de la visibilité, de la reconnaissance, et tout ça dans la dignité, et je vais l'arracher avec la parole et l'action. Et puis l'espace public. Donc tous ces penseurs que vous avez cités, en fait, leur idée gravite autour de ce que j'ai synthétisé en 3 éléments. Et puis aussi, on voit à travers ça que l'identité implique la raison et l'affectif. C'est-à-dire, il y a un côté logique, c'est la raison, le rationnel, mais aussi le côté psychosocial, il y a aussi le côté affectif qui nous anime dans notre identité. D'ailleurs, le point fort de mon livre est que je ramène toute l'identité à la pensée. Tout commence avec la pensée. Ce n'est pas un héritage, c'est la pensée, c'est le cerveau, c'est l'esprit. C'est ce que disent ces auteurs. On parle de conscience, c'est ce qu'ils choisissent d'être. Vous voyez, c'est la pensée qui est la source de tout. C'est la pensée qui va avec la raison, qui est au sommet de l'édification de l'identité. C'est un point très fort que je défends dans le livre. Elle évolue, la pensée. Elle doit évoluer, car c'est elle qui fait ressortir notre nature. Très bien. Merci beaucoup. Très bien, très bien. Pour continuer dans l'échange, Kamal Khides, vous affirmez à la place d'un passeport de quelques pages ou d'une pièce d'identité, doit-on remettre une encyclopédie à chacun pour lui faire justice? Pour cela, vous citez encore une fois George Mead, qui avance que l'unité et la structure du soi achevé reflètent l'unité et la structure du processus social. Toutefois, vous vous distanciez en écrivant que l'individu ne peut être réduit à un produit prosaïque, une dérivée absolue de son groupe social. Oui. Là, c'est vrai que c'est ma position. Elle ne réunit évidemment pas le consensus auprès de tout le monde. Mais moi, vous avez compris, j'insiste beaucoup sur l'individu. L'individu comme être libre et comme être moral. Tout commence avec ça. Pour moi, quand il s'agit de ces questions-là, elles appellent des réponses d'abord d'ordre logique, je reviens à ce sens logique, certainement, mais aussi ethnoculturel et socio-psychologique. Avons-nous ça dans le passeport? Nous ne l'avons pas. Nous avons le sens logique, un nom, prénom, né le, à, et puis après une série de données biométriques. J'ai aucune idée qu'est-ce qu'ils mettent là-dedans, mais je ne pense pas qu'ils parlent de ma nature profonde, je ne pense pas qu'ils parlent de tous ces aspects socio-psychologiques et ethnoculturels. Alors, ce qu'on veut, nous, c'est qu'on cherche à savoir si les caractéristiques d'une personne incluent généralement des informations abstraites, comme des traits liés au groupe dans son ensemble, ou des informations plus spécifiques et épisodiques. C'est tout le problème est là. Si je m'appelle Kamal, est-ce quelque chose de fondamental, d'abstrait, ou quelque chose d'épisodique? La question est ouverte. En tout cas, moi, je la pose. Donc, c'est toute la difficulté, elle est à ce niveau-là, c'est distinguer les caractères. Mais on cherche aussi à identifier les causes ultimes, et je crois que je m'étale beaucoup dans le livre, sur les causes ultimes, historiques, environnementales, psychologiques ou relationnelles, etc., expliquant l'expression de l'identité. Toute la difficulté est là. Comme je l'avais dit au début, je pense, ce que je veux sonder, c'est la nature de l'être. Alors, à la place d'un passeport de quelques pages ou d'une pièce d'identité, carte nationale d'identité, je pense qu'une encyclopédie de plusieurs milliers de pages ferait mieux justice à chacun.
Vous avez dit que je me distanciais de Mead. Au contraire, je ne pense pas que je me distancie de lui. Au contraire, je partage avec lui cette idée que l'identité est acquise quand on l'édifie. Et j'insiste beaucoup dans mon livre sur l'édification de l'identité et non pas l'héritage. On ne l'hérite pas, ça ne se donne pas. Je précise simplement à ce niveau-là, quand j'ai cité Mead, je précise simplement qu'il ne faut pas prendre l'individu pour une simple image de son groupe social. Je pose beaucoup de questions aux gens et très très peu arrivent à se dissocier de leur groupe. Je pose la question dernièrement, c'était dans une librairie à Ottawa, c'est une franco-ontarienne qui tient cette librairie. D'ailleurs, je pense que c'est la dernière qui reste à Ottawa, tenue une librairie de franco-ontariens. Je disais, parlez-moi de vous-même. Elle me dit, je suis franco-ontarienne. Je dis, oui, d'accord, mais je parle de vous. Je reviens à l'individu. Bref, je ne vais pas m'étaler sur ça. On n'arrive pas à se dissocier de son groupe. Alors que moi, je dis, il ne faut pas prendre l'individu pour une simple image de son groupe. Il est vrai que le groupe peut envahir totalement ou partiellement l'espace de l'individu et l'acculer dans des retranchements qui ne lui laissent que peu de latitude pour son édification identitaire. Dans ce cas, l'individu, justement, moi je pense qu'il y a une petite pathologie à ce niveau-là. Prenez avec des pincettes ce mot de pathologie. C'est que l'individu, à ce moment-là, risque de finir par s'identifier exagérément à son groupe et pire, c'est qu'il s'efface. Alors pour moi, l'individu est important dans les questions identitaires. On s'efface devant le groupe, on s'efface devant l'ethnie, on s'efface devant ce qui représente. Et c'est reconnu en psychologie sociale, hein. C'est connu. Mais l'inverse est tout aussi valable, c'est-à-dire qu'un individu peut maintenant écraser le groupe. Pour que je me fasse comprendre très vite, pensez à des sectes. Voilà. Donc vous avez un gourou et qui domine complètement. Ben, ça, c'est le cas extrême. Mais on a aussi des cas beaucoup moins, j'allais dire, moins extrêmes. Mais il se fait que c'est l'individu qui dirige le groupe. Donc, c'est le groupe qui envahit... Un dictateur. C'est le groupe qui envahit l'individu et qui va le pousser jusqu'à s'effacer complètement. Il ne sait plus ce qu'il est, en dehors de son groupe. Mais l'inverse aussi est valable. C'est que le groupe s'évanouit complètement devant une personne. Ça, c'est les deux cas exagérés qu'on peut, comment dire, avancer ici. Voilà un peu donc ce qui se passe. Très bien. Dans le chapitre des identités saillantes, donc, vous prenez l'exemple du fermier homosexuel texan et artiste. Donc, plusieurs facettes pour cet individu. Vous développez que l'individu cherche généralement à gérer ses relations sociales en fonction du degré de leur adéquation avec ses identités saillantes. Exactement. Nous sommes dans la gestion de ces dimensions. Donc, ce fermier texan, donc il a dans son identité plusieurs dimensions. Hein. Donc, il est homosexuel, il est fermier déjà, mais en même temps, c'est un amoureux de la country. Il est très, très impliqué dans sa communauté, puisque les samedis, il va jouer de la musique. Bref, donc il a à son actif beaucoup de dimensions, à son identité beaucoup de dimensions. Et là, je l'ai cité pour expliquer justement comment l'individu arrive à gérer, arrive à hiérarchiser. J'ai mentionné un des points saillants de mon livre, c'est que j'explique cette notion d'hiérarchie identitaire, n'est-ce pas? Et ce fermier, d'ailleurs, à un certain moment, je ne sais plus s'il est fermier. Est-ce que je dois dire qu'il est fermier? Il est homosexuel. C'est lui qui décide. Hein? C'est lui qui gère un peu ça. C'est en fonction des circonstances, en fait. Ce que je raconte dans le livre, c'est en fonction des circonstances qu'il va présenter une facette ou une dimension de son identité. Et tout ça, évidemment, c'est toujours pour qu'il se présente sous l'aspect le plus positif de lui-même, un aspect le plus positif de lui-même qui lui permet justement de naviguer en tant qu'être libre, en tant qu'être moral, en tant qu'être visible, reconnu. Donc, il va gérer ces différentes dimensions. Alors, donc, lui, il va les gérer en fonction
de celles qui lui semblent importantes, donc qui vont l'aider avec ce souci d'exister dignement, visiblement. Ben, parfait. Voilà ce qui clôt la première partie de ce podcast dédié à Kamal Khidès, auteur de L'ego face à son alter. La suite à la seconde partie. Merci. Merci.